Nous sommes 47. Vas-y, Monsieur Oui, le Président, à toi. Monsieur Michael Lardy, bonjour. L'IEM est très heureuse de vous recevoir aujourd'hui pour évoquer la médiation et ChatGPT. Pour vous présenter en quelques mots, vous êtes diplômé de chimie de l'Université de Saarbrück en Autriche. J'ai oublié de dire que vous êtes en Autriche. C'est le deuxième intervenant en quelques temps qui n'est pas français, puisque nous avions eu un intervenant belge il y a quelques temps. Et je pense qu'effectivement, l'IEM est en train de s'ouvrir sur l'Europe et le reste du monde. Donc, vous êtes diplômé de chimie de l'Université de Saarbrück. Vous avez dirigé une entreprise qui installait des panneaux solaires. Vous avez été intéressé au conflit et vous êtes formé à la médiation que vous pratiquez à Salzbourg, pardon, où vous résidez en Autriche. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages et articles sur la médiation et notamment l'intelligence artificielle et la médiation, le sujet qui nous intéresse ce matin. Et vous avez écrit un article récemment qui s'appelle Quelle humanité avec ChatGPT pour l'Université de Salzbourg et vous formez à la médiation à l'IA certaines personnes. Finalement, cet article est le cœur de notre sujet. Je suis d'une génération qu'on pourrait appeler boomer, en tout cas mes enfants m'appellent boomer. Je ne comprends pas tout ce qui se passe avec ChatGPT, mais j'ai peur. J'ai peur que la fonction de médiateur et que la médiation disparaissent avec ChatGPT. Vous parliez d'humanité dans cet article. Euh, je pense que l'humanité est au cœur de la médiation, mais risque de disparaître avec chaque ChatGPT. Alors, quel est votre sentiment par rapport à ça, en premier lieu? Oui. Bon, d'abord, merci pour cette introduction. Et oui, pour répondre en bref à ça, oui, je suis inquiet aussi parce que j'ai écrit maintenant un deuxième article qui traite ce thème à profondeur, et surtout les conséquences que cela peut avoir. Et il apparaîtra en août, je pense, dans la revue des médiations. Et oui, je suis inquiet aussi. D'un côté, c'est un thème très intéressant, mais de l'autre côté, l'intelligence artificielle a des capacités qui sont vraiment inquiétantes. J'ai préparé 30 minutes pour vous donner un exposé sur ChatGPT, ses possibilités d'utilisation. Je serai vraiment très limité aux 30 minutes, donc il reste beaucoup de temps ensuite encore pour discuter, par exemple, de cette question qui reviendra peut-être, ou d'autres questions oui, qui finalement viendront après de ce que je vous ai dit. C'est d'accord pour vous comme ça? C'est parfait, allez-y. On va partager, vous pouvez partager votre écran. Parfait, d'accord, merci. Bonjour Olivier. Bonjour Jocelyne, bonjour à tous. Bon, alors, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui en 30 minutes, ce qui est vraiment très court pour ce thème, des informations concernant le rôle de l'intelligence artificielle qu'il peut jouer pour vous en tant que médiateur, médiatrice dans votre formation de nouveaux médiateurs ou par exemple dans votre travail quotidien. Je remercie encore une fois l'IAM de m'avoir invité pour cette matinale et pour le courage aussi de vous présenter ce thème qui, comme on l'a déjà dit au début, est à la fois très intéressant, important, mais aussi très préoccupant. Après ma présentation, je serai très curieux d'entendre vos questions et il me fera un grand plaisir d'y répondre. Ouais. Pendant tout mon discours, je me réfère toujours à ChatGPT dans sa version payante la plus récente, car c'est cette intelligence artificielle qui a toujours été la plus performante IA jusqu'à présent. Je dis ça parce qu'actuellement, il y a beaucoup d'intelligence artificielle sur le marché et des choses que j'ai fait avec GPT ne fonctionnent peut-être pas avec une autre intelligence artificielle. Donc, la référence est toujours ChatGPT dans la version payante. Elle coûte 20 $ actuellement. Comme déjà dit, je travaille sur l'utilisation de l'IA en médiation depuis janvier 2023. Et ce que je peux vous dire, c'est que l'évolution, la dynamique de l'évolution de cette technologie, elle est vraiment incroyable.
Au cours de mon discours, je parlerai de diverses limitations et vous pouvez être sûr que ces limitations probablement seront surmontées dans quelques mois car le développement est vraiment très, très rapide. Je pense qu'il est très important en tant que médiateur, médiatrice, de s'intéresser à ce sujet et de connaître les possibilités et bien sûr aussi les limites de cette technologie. Une étude de Harvard, l'université aux États-Unis, a montré que les personnes les plus efficaces sont celles qui savent exactement quand il est utile d'utiliser une intelligence artificielle et quand il vaut mieux faire confiance à ses propres capacités. Donc, la connaissance des forces et des faiblesses des systèmes IA est un avantage vraiment décisif. Avant de répondre à la question si une intelligence artificielle peut être utile dans le cadre de la médiation et comment, je souhaite vous donner quelques informations de base qui, selon moi, sont importantes pour mieux comprendre cette technologie. Le terme IA, il a été déjà introduit en 1956 lors d'une conférence d'informaticiens aux États-Unis. Elle a fait l'objet de nombreuses discussions sur la pertinence du terme. Donc, le terme IA est vraiment vieux et pas une invention récente. En 1964, Joseph Weizenbaum, un professeur au MIT, a développé un programme informatique appelé ELIZA qui permettait une conversation entre un psychothérapeute numérique et un client. ELIZA était donc une des premières intelligences artificielles. L'intérêt pour ce programme a été très grand et il a été utilisé dans le milieu universitaire de Weizenbaum du MIT. Ce que Weizenbaum observa, c'est que les utilisateurs d'ELIZA accordèrent à ce programme beaucoup plus de compétences qu'il avait réellement et qu'ils avaient tendance à humaniser ce système d'informatique. Concrètement, cela signifie qu'ils confiaient des informations très personnelles à cet ordinateur. Par exemple, la secrétaire de Joseph Weizenbaum lui avait demandé de quitter la pièce car elle avait quelque chose de personnel à discuter avec Eliza. Et il faut bien voir, ça fait maintenant à peu près 70 ans. Donc, en 1964, les ordinateurs étaient vraiment pas, absolument pas au niveau des ordinateurs que nous avons aujourd'hui. Donc, Eliza était vraiment loin d'être une intelligence au niveau de ce que nous connaissons actuellement. Et quand même, les gens avaient extrêmement confiance dans cet ordinateur et avaient tendance à l'humaniser. Qu'est-ce que donc l'IA? Juste quelques mots là-dessus, je ne vais pas être très théorique sur ça. L'intelligence artificielle, et je pense que c'est important pour comprendre le contexte, elle est basée sur les réseaux de neurones artificiels qui eux-mêmes sont inspirés par les réseaux neuronaux de notre cerveau. Les réseaux neuronaux artificiels sont bien sûr pas des structures biologiques, mais ce sont des formules mathématiques. Ces formules sont connues depuis les années, je crois, 70, donc vraiment depuis longtemps. Et il y a eu 3 innovations récentes qui ont conduit à ce que ces systèmes d'IA soient devenus aussi puissants que ChatGPT de ce que nous connaissons actuellement. D'un côté, c'était la découverte des modèles de transformateurs. Je vais préciser ça un peu encore ensuite. Le deuxième, c'était les cartes graphiques. Ça va? D'accord. Allez-y, allez-y. D'accord. À part ça, les cartes graphiques pour ordinateur qui sont devenues de plus en plus performantes. Et ce qui est très important aussi, c'est la disponibilité de vastes quantités de données. Donc, ce sont ces 3 facteurs qui finalement ont mené à cette explosion de puissance que nous connaissons aujourd'hui.
Les modèles de transformateurs ont été découverts en 2017, donc vraiment, ça fait 7 années, et il s'agit d'une architecture d'apprentissage en profondeur très spéciale, ce qu'on appelle le deep learning. Je pense que vous avez déjà lu là-dessus, et cela a été développé par Google. Et c'est cette structure d'apprentissage qui est finalement à la base des progrès énormes de l'IA des dernières années. Les conséquences, c'est-à-dire les capacités largement améliorées des LLM, je vais préciser encore ce que sont les LLM. C'est une forme spéciale d'intelligence artificielle. Les conséquences étaient des conséquences vraiment complètement inattendues des professionnels. Et je pense que pour vraiment montrer euh, la différence entre les systèmes IA avant et après la découverte de ces modèles de transformateurs, ça peut bien être compris si on compare l'ordinateur d'échecs Deep Blue avec l'IA AlphaGo Zero. Deep Blue, peut-être vous vous souvenez, était un ordinateur d'échecs développé par IBM qui a battu le champion du monde d'échecs Garry Kasparov en 1997. À l'époque, c'était une sensation, car pour la première fois, une machine était meilleure que l'homme dans la discipline reine de la pensée. Ce qui est très important et ce qui fait la différence, c'est que Deep Blue avait appris à jouer aux échecs en s'entraînant avec toutes les parties d'échecs disponibles et pendant le jeu, en calculant tous les coups possibles pour finalement choisir le coup probablement le plus efficace. 10 ans plus tard, en 2017, l'intelligence artificielle AlphaGo Zero a été développée sur la base des nouveaux modèles transformateurs dont j'ai déjà parlé pour apprendre le jeu asiatique Go. C'est un jeu qui est beaucoup plus complexe que l'échec. Il y a beaucoup plus de possibilités de faire des coups. Et contrairement, ça c'est important, contrairement au programme d'échecs Deep Blue, l'IA AlphaGo Zero n'a pas été entraînée avec les parties de Go déjà jouées. Cette IA a seulement appris les règles de jeu. Ensuite, après avoir appris les règles de jeu, deux ordinateurs ont joué l'un contre l'autre et ont ainsi appris à jouer Go. Le résultat a été que l'IA, ainsi entraînée, a battu tous les maîtres humains de Go et avec le même système, AlphaGo Zero a aussi appris à jouer à l'échec, c'est-à-dire on lui a donné les règles et deux ordinateurs ont joué l'un contre l'autre. Il n'était plus nécessaire de donner à AlphaGo Zero toutes les parties d'échecs qui ont été jouées. Et le programme a beaucoup plus rapidement appris à jouer l'échec que Deep Blue 10 ans avant. Je pense, et j'espère que cet exemple montre très bien l'énorme progrès que représente l'architecture des transformateurs. Maintenant, je reviens sur le terme LLM. Les systèmes d'intelligence artificielle comme ChatGPT sont des grands modèles linguistiques. Des LLM, c'est-à-dire des Large Language Models, ce sont des systèmes qui ont été entraînés avec d'énormes quantités de textes et dont la capacité particulière est de très bien gérer le langage. Les LLM peuvent très bien formuler des textes, une compétence que doivent également posséder de bons médiateurs. Et pour illustrer ceci, je vous ai préparé deux exemples pour vous montrer à quel point ChatGPT a un talent de manipuler la langue, d'utiliser la langue. Le premier est de Pierre et Marie. Pierre et Marie nous accompagnent ce matin dans plusieurs exemples. J'ai donné ces informations-là à deux personnes de 21 ans qui se rencontrent et qui veulent aller se promener. Et j'ai demandé à ChatGPT de reformuler la situation en faisant une situation dramatique, très agréable, très désagréable, avec des disputes violentes. Et je vous présente le résultat, c'est-à-dire ce que ChatGPT en a fait. Et je vous demande de lire ce texte parce qu'il est vraiment très intéressant.
Je Et pense, alors? oui, je pense que vous voyez dans ce texte que ChatGPT a quand même un certain talent de formuler, de manipuler le langage. Et j'ai fait un deuxième test où cette fois-ci, pour ne pas être dans le négatif, j'ai demandé d'en faire une histoire d'amour romantique. Et je vous présente aussi le résultat que je vous demande de lire. Oui, alors ces deux exemples doivent vous démontrer que ChatGPT a un certain talent de formuler, ce qui est aussi un talent qui est nécessaire pour les médiateurs, par exemple, quand ils formulent des questions. Mais ces LLM, ils ne sont pas seulement capables de bien formuler les textes, mais ils peuvent aussi très bien comprendre les sentiments humains. Je pense que cette affirmation va probablement vous irriter et je pense que vous aurez envie de me contredire fermement. Eh Et bien, d'ailleurs, je précise que vous pouvez poser toutes vos questions, d'en discuter comme d'habitude. oui, bien sûr, ça ne m'irrite pas si vous voulez. Allez-y, allez-y. D'accord, parfait. Oui, alors oui, je pense que c'est un peu irritant d'entendre que ChatGPT comprend les sentiments humains. Eh bien, il ne faut pas confondre ça avec le comprendre humain. Cette empathie de l'intelligence artificielle, c'est une empathie simulée, mais qui finalement est une empathie qui est très utile, qui peut vraiment être utilisée. Et ça s'explique parce que comme les LLM ont été entraînés avec d'énormes quantités de textes, ils ont aussi appris dans quelle combinaison de mots une phrase décrit par exemple des sentiments. Donc, c'est une empathie calculée statistiquement, mais qui est objectivement similaire à celle des humains. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les 2 dernières années, de nombreuses études où ChatGPT a été testé avec des tests psychologiques ont montré que l'intelligence émotionnelle et la capacité d'empathie de ChatGPT, ils sont similaires et parfois plus marqués que chez les humains. Ça, c'est un thème vraiment très intéressant qui est traité dans mon prochain article qui sera dans la prochaine, dans le prochain numéro de la revue des médiations qui, je crois, arrivera en août. Donc, ça sera très approfondi là-dedans. Pour vous montrer un peu un exemple d'empathie, j'ai préparé bien sûr aussi un exemple. Encore une fois, vous voyez Pierre et Marie qui se rendent en voiture chez des amis et les textes sont très courts. Marie dit simplement à Pierre, il est 17h55. Pierre ne répond pas et j'ai demandé à l'intelligence artificielle que pourrait comprendre Marie. Et bon, je vais vous montrer la réponse de ChatGPT qui est vraiment très détaillée et que je vous demande de lire encore une fois parce qu'elle montre un peu, oui, la compréhension des sentiments entre des relations humaines de cette intelligence artificielle. Alors, j'ai préparé ces 3 exemples, comme déjà dit, pour vous montrer que d'un côté, l'intelligence artificielle a un talent d'utiliser le langage et d'autre part, a un talent de connaissance des relations entre humains. Donc, il se pose la question, bien sûr, est-ce que ChatGPT peut être utilisé euh, dans la médiation, dans le travail en tant que médiateur, soit comme assistant, soit peut-être un de ces jours
comme médiateur unique, artificiel. Alors, j'ai posé cette question à ChatGPT. Est-ce que tu penses, oui, je vois là, comment peux-tu aider un médiateur dans son travail? Et voilà les questions, les réponses que j'ai reçues. Et vous voyez que ChatGPT est très convaincu de ses capacités et se pose la question, est-ce que cette évaluation, est-ce que ces réponses sont justifiées? Eh bien, comme toujours, il est nécessaire de vérifier les réponses de ChatGPT. Parce que ça, c'est une règle fondamentale à laquelle je reviens encore une fois à la fin de mon discours. Dans ce cas, par exemple, les réponses 1 et 8 sont, à mon avis, pas vraiment utiles parce qu'un LLM a certainement des capacités, des talents d'utiliser le langage, de comprendre le langage, mais les LLM ne sont pas des sources d'informations comme Google. Donc, par exemple, de demander des informations juridiques, je ne le ferai jamais avec un LLM, mais plutôt avec d'autres outils. À part ça, vous voyez dans le point 4 une faute d'orthographe. Je l'ai laissée exprès, elle ne vient pas de chez moi, parce que ça arrive relativement souvent, et c'est pour ça que cela m'a surpris, mais aussi des fautes simples d'orthographe arrivent. Et à part ça, vous voyez d'autres propositions qui, à mon avis, sont plus ou moins utiles, et je vous présente alors mes réponses à ces questions, qui sont les suivantes. Je pense que l'intelligence artificielle peut être vraiment très utile dans la simulation de médiation. Je vais concrétiser ça ensuite. Dans l'analyse des cas, dans la proposition pour un premier contact idéal, par exemple, pour une première séance idéale, à la fin d'une médiation réussite de formuler un accord de médiation. Ça, c'est extrêmement pratique. Ou de faire un brainstorming digital pour avoir de nouvelles idées finalement. Alors, en ce qui concerne la simulation de médiation, c'était, à vrai dire, le thème qui m'a mené à m'occuper de ChatGPT dans la médiation parce que je trouvais ça vraiment très intéressant. Et au début, c'était vraiment, ça ne fonctionnait pas du tout. En janvier, février 2023, ChatGPT n'avait pas le niveau de faire des simulations de médiation, même pas une simulation très simple. Et c'est pour ça qu'au début aussi, j'ai dit que l'évolution est extrêmement rapide parce que après 2, 3 mois, ça change complètement. Et oui, et l'intelligence artificielle s'améliore de plus en plus. Alors, par exemple, là, dans une simulation de médiation, ça peut être intéressant dans les médiations, un médiateur en formation, par exemple, au lieu de faire un jeu de rôle, auquel il n'a peut-être pas souvent l'occasion de le faire, il peut faire un jeu de rôle avec l'intelligence artificielle. Le médiateur en formation joue donc le jeu de rôle du médiateur. L'IA joue le rôle des médiés. C'est-à-dire Pierre et Marie, on les reprend maintenant. Maintenant, ils sont un couple qui, après 10 ans, veut le divorce et ils sont allés chez un médiateur. L'IA joue le rôle de Pierre, joue le rôle de Marie, alternativement, parle comme Pierre, parle comme Marie. Et là encore, il y a un tout petit problème pratique, c'est qu'on ne peut pas encore donner de voix différentes à Pierre et à Marie. C'est-à-dire, vous avez une voix qui parle Pierre, une voix qui parle Marie. Donc, il est un peu difficile de savoir qui parle actuellement. Mais pour ce problème, qui sera certainement résolu dans peu de temps, euh, moi, par exemple, je dis, avant que tu parles en tant que Pierre, tu me dis Pierre parle, ensuite Pierre parle. Et quand tu parles en tant que Marie, tu me dis Marie parle et tu dis ce que Marie a envie de parler. Et comme ça, on peut vraiment très bien faire ces simulations. La médiatrice en formation joue le rôle de médiatrice et l'IA prend les rôles des deux médiés. Actuellement,
il est même possible de faire des petits groupes, c'est-à-dire on peut travailler avec jusqu'à 5 médias avec des noms individuels, avec des histoires individuelles, plus les médiateurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est devenu de plus en plus mieux. Au début, comme j'ai déjà dit, avec 2 médias, ça marchait à peine. Maintenant, avec 5 médias, ChatGPT ne confond plus les histoires, les caractères, etc. Donc, on peut faire des petits groupes. Ce qui est intéressant aussi pendant ces simulations de médiation, mais aussi dans d'autres interactions avec ChatGPT, c'est qu'on peut dire à l'IA de donner un feedback au médiateur. C'est-à-dire, on dit, bon, à la fin de la médiation, tu me dis, s'il te plaît, tu me fais des propositions. Qu'est-ce que je pourrais faire mieux? Qu'est-ce que j'ai bien fait ou qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Est-ce que j'étais peut-être pas neutre ou est-ce que j'ai fait des erreurs? Et ça, ça fonctionne vraiment très bien parce que, bien sûr, on a toujours des réponses, mais ces réponses sont aussi valables, elles ont un sens. Donc, le feedback est une possibilité vraiment très intéressante. À part ça, on peut dire que l'IA, en généralement, est très orientée vers le consensus. Donc, il est important de donner aux différentes personnes des traits de caractère pour faire ça un peu plus compliqué. Parce que si vous ne faites pas ça, si on prend des caractères standards comme ChatGPT les utilise, au bout de 2, 3 fois, ça devient pas très, ça devient bon. Oui, on n'apprend plus rien parce que finalement, on trouve une solution assez rapidement. Et oui, on n'apprend pas. Donc, il vaut mieux prendre les différents médias, leur donner des caractères plus ou moins compliqués oui, pour apprendre mieux finalement. Alors moi, par exemple, quand je travaille, quand je fais des simulations de médiation comme ça, je fais ça avec mon iPad. Donc, je n'ai pas besoin de mon clavier de l'ordinateur. Je parle avec l'IA, c'est-à-dire je commence par dire bon, je veux faire une simulation de médiation avec toi. Est-ce que c'est possible? Alors, je reçois la réponse, oui, c'est possible. Comment veux-tu faire? Etc., etc. Alors, je précise. Et c'est-à-dire, je parle, l'IA parle, et on a une situation qui est vraiment relativement près de la réalité. Ce que j'ai constaté maintenant en me préparant à cette matinale, c'est que quand l'IA parle français, on remarque encore un peu plus que c'est une intelligence artificielle. Si vous l'entendez en anglais ou en allemand aussi, les voix qu'on entend sont vraiment déjà très proches des voix normales, des voix humaines. Donc là, il y a encore un petit... oui, c'est un peu... Ce qu'on entend, c'est un peu artificiel. Mais finalement, comme je vous ai dit, l'évolution est extrêmement rapide. Je pense que ça changera vraiment assez rapidement. Bon, actuellement, on peut faire des sessions de 45 minutes à peu près, c'est-à-dire ça dépend un peu euh, combien on parle. Ce n'est pas le temps qui compte, c'est finalement ce sont les nombres de mots qui comptent. Donc, je dis à peu près 45 minutes. Ça peut aussi être 35 minutes si quelqu'un parle beaucoup. Mais ça, c'est à peu près la durée qu'on peut faire actuellement avec une session. Et après ça, il faut faire une pause et reprendre ensuite plus tard. Soit on continue là où on a terminé, soit on fait une nouvelle simulation de cas, ce qui est possible aussi, bien sûr. Une autre application qui, à mon avis, est très intéressante aussi, c'est de faire des analyses de cas. Et là, il est vraiment intéressant de voir que l'intelligence artificielle peut différencier entre les positions et les besoins. On peut poser la question comment on peut favoriser la compréhension entre les médias. Quelle sorte de questions pourrais-je poser? Je pense que ça, c'est plutôt des questions ou des applications qui sont intéressantes pour les médiateurs, les médiatrices en formation.
Et oui, on peut faire alors des analyses, on peut donner tout un jeu de rôle, par exemple, dans ChatGPT et de traiter ce jeu de rôle pas dans une simulation, comme j'ai décrit auparavant, mais par exemple en posant ces questions et en demandant de l'aide ou des suggestions de questions qu'on pourrait peut-être poser. Vous savez bien que la première impression compte, donc le contact initial et le premier entretien avec les médians est très important pour le déroulement de la médiation. Je pense que surtout pour les médiateurs, médiatrices en formation, cela peut être très intéressant de faire des propositions par l'IA, comment faire un contact idéal, qu'est-ce qui est nécessaire, ou comment faire le premier entretien avec les médias pour, oui, pour avoir de bonnes idées, des propositions qu'on peut utiliser ou qu'on ne peut pas utiliser finalement. Ce ne sont que des idées, mais c'est facilement accessible. Et même, je pense que pour des médiateurs expérimentés qui font ça déjà depuis longtemps, ça peut être aussi intéressant de dire à ChatGPT, moi, mon premier entretien avec les médias, je le fais de cette manière-là. Fais-moi, s'il te plaît, des propositions, si je pourrais faire ça mieux, si je pourrais faire ça d'une autre manière, qui serait peut-être plus intéressante, oui, qui serait mieux pour le succès du déroulement de la médiation. On reçoit des propositions, tout ça, c'est vraiment accessible, oui, facilement. Et c'est le choix du médiateur, de la médiatrice, qu'on le fasse comme ça ou qu'on ne le fasse pas finalement. Mais on peut se prendre des idées comme ça. Le dernier point, Oui, oui. oui, le Allez-y. dernier point, je pense que je suis aux environs un peu en dessous de 30 minutes, c'est la confidentialité. Maintenant, en ce qui concerne les données, alors lorsqu'on utilise ChatGPT pour la formation, on utilise les données des jeux de rôle et on n'a pas de problème de confidentialité. C'est différent, bien sûr, si vous souhaitez traiter des cas réels dans le cadre de votre travail professionnel avec l'intelligence artificielle. Là, la situation est la suivante. ChatGPT et la plupart des autres intelligences artificielles standards, c'est-à-dire qu'on paye à 20 dollars ou quelque chose comme ça, ne sont absolument pas conformes au règlement général sur la protection des données. Donc, la possibilité de les utiliser pour des cas réels est vraiment très limitée. Et il est très important de savoir que simplement en échangeant, par exemple, le nom des personnes, on ne fait pas on n'anonymise pas toute la situation. Et peut-être vous avez déjà utilisé ChatGPT et vous avez vu qu'il existe des paramètres qui permettent de restreindre à ChatGPT l'utilisation de vos entrées pour que ces entrées ne soient pas utilisées pour la formation de ChatGPT, mais ces paramètres ne répondent pas aux exigences légales en matière de confidentialité des données. Donc, une solution consiste à utiliser des fournisseurs professionnels qui offrent des systèmes conformes à la loi. Si vous avez un tel système, bien sûr, vous pouvez réaliser des cas, soit préparer une médiation, soit par exemple, ce que j'entends parfois de médiateurs, soit à la fin d'une médiation, de retravailler sur médiation et de voir ce qu'on aurait peut-être pu faire mieux. Je viens maintenant je m'approche de la fin de ma présentation, mais avant de finir, je veux encore diriger votre attention sur deux règles fondamentales quand on utilise un LLM, une intelligence artificielle. D'abord, ce que j'ai déjà dit auparavant, il faut toujours vérifier les réponses de l'IA. On ne peut jamais prendre ça comme ça sans le vérifier. Deuxièmement, et ce qui est très important aussi, la qualité des entrées
détermine la qualité des réponses. C'est une phrase générale qui est applicable d'un côté avec quelle source l'intelligence artificielle a été entraînée. Bien sûr, en détail, vous ne le saurez pas, moi non plus, personne ne le sait finalement, mais ce que l'on sait, c'est par exemple, comme ChatGPT, c'est une intelligence artificielle américaine, entraînée avec certainement beaucoup de données américaines. Et par exemple, vous avez peut-être déjà entendu que ChatGPT a fait une épreuve de juriste et l'a bien faite. Euh, Par exemple, je pense que les textes juridiques ou les décisions juridiques françaises ou allemandes ou autrichiennes n'y sont pas. Donc, il faut toujours un peu voir de quel côté vient cette IA et quelles sont à peu près les sources qu'ils ont utilisées. Bien sûr, ça c'est vraiment très, très général, mais quand même, il faut toujours en être conscient euh, que la qualité des entrées détermine vraiment la qualité des réponses. Le deuxième point, c'est que la qualité des entreurs, des utilisateurs, des utilisatrices sont aussi très importantes. J'entends souvent que beaucoup d'utilisateurs, utilisatrices, ils méconnaissent les capacités des LLM. Ils reçoivent de mauvais résultats et ces mauvais résultats sont finalement le résultat de mauvaises entrées. Il y a quelques semaines, j'ai entendu la comparaison avec une personne qui se met à un piano, qui n'a jamais appris à jouer au piano, qui se met au piano, qui commence à jouer et qui finalement est un peu étonné que ce n'est pas comme Chopin, que c'est vraiment, oui, c'est très, très amateur. Et cette comparaison, je pense qu'elle est vraiment bonne. Il faut vraiment apprendre à utiliser cet outil parce que si on ne l'apprend pas, les résultats sont mauvais. Et oui, on- alors on sous-estime ces possibilités. Bon, je suis à la fin. J'espère que vous avez donné un aperçu des possibilités offertes par l'IA en médiation et de ses limites. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Bravo, Michael Lardy, c'était passionnant.